Bonjour. Quand je parlais d'inverser, c'était inverser l'ordre de passage, tout simplement. Avec Frédéric, c'est impossible. Michel Paulin, merci. Merci d'être avec nous. Merci à vous, l'invitation. Allez, c'est le pitch. Vous avez une minute. Qui êtes-vous? Que faites-vous au sein d'OVH? Alors, je suis Michel Paulin, je suis le directeur général de OVH Cloud. Mais surtout, je veux parler d'Octave Klaba parce que c'est quand même lui le fondateur, l'actionnaire majoritaire et la vision, la vigie qui nous anime tous les jours. Donc, je veux parler d'Octave Klaba, émigré polonais qui crée sa start-up juste après ses études, qui est la première licorne de France, fait les premières grosses levées et il y a quelques mois, nous avons fait notre entrée en bourse. Donc, un beau parcours avec... jamais on a perdu d'argent, on a toujours eu de l'EBITDA positif. Chez OVH, vous traitez de la donnée. Il y a des 0, il y a des 1, il y a des codes numériques. Mais au-delà de ça, il y a de nombreux enjeux, des enjeux économiques, géopolitiques et éthiques. Est-ce qu'on pourrait commencer à parler de ces enjeux parce que c'est vraiment au cœur de votre activité, surtout avec cette actualité que nous connaissons à l'Est? Écoutez, j'écoutais le discours du président du MEDEF et on voyait que les enjeux des entrepreneurs sont des enjeux qui sont des enjeux sociétaux. Notre conviction forte chez OVH Cloud, et que je partage vraiment avec une grande partie des équipes, mais je pense que c'est au-delà de ça, c'est que les données, c'est au cœur de nos vies. C'est au cœur de nos vies personnelles, et bien sûr, c'est au cœur de nos vies professionnelles. Et j'ai la conviction profonde que les données, c'est aussi important que l'écologie, que c'est aussi important que l'énergie, que c'est aussi important que l'agriculture. Parce que ça affecte non seulement nos vies au quotidien, ça affecte les démocraties, et surtout, ça va affecter énormément dans le futur ce qui va intervenir autour de ces thèmes-là. Des thèmes sur l'éthique de la donnée, des thèmes sur la confidentialité des données, géopolitique. On a bien vu que le dernier déplacement de M. Biden, quand il est venu en Europe, qu'est-ce qu'il a fait? Une des choses, c'est qu'il a échangé du pétrole contre des données. En tout cas, eux ont compris l'importance des données. Et donc je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer aujourd'hui l'importance qu'ont les données dans leur traitement, dans leur stockage, des algorithmes, et que c'est quelque chose qui est au cœur des projets démocratiques, et en particulier la conception des données européennes n'a rien à voir avec celle de Chine ou même des États-Unis. Les États-Unis, ça a été libéralisé à quelques acteurs qui aujourd'hui sont omnipotents. En Chine, le tiers confiance, c'est l'État. Après, on a confiance ou pas dans l'État chinois. L'Europe a une concession personnelle. D'ailleurs, les droits des données, le RGPD, c'est du droit de personne, contrairement au droit aux États-Unis où c'est du droit de business. C'est uniquement de la compensation financière. Et donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une conception. Et la question que je pose pour mes enfants, qui sont complètement en train de pousser leur pouce pour en permanence regarder ce qui se passe sur leur écran téléphone, c'est ils sont sensibles à l'écologie. Êtes-vous aussi sensibles aux données? Parce que je pense que dans le futur, ce sera aussi important pour eux. Nous ne sommes pas assez prudents? Ah non. Non, regardez ce qui se passe. Il y a des scandales qui aujourd'hui émergent toutes les semaines. Comment sont utilisées les données des tiers? Sans parler de cybersécurité. Je parle bien comment sont utilisées les données des tiers. Comment les algorithmes sont gérés? Par qui? Ce qui s'est passé autour de la lanceuse d'alerte à Facebook, quand vous regardez ce qui a été dit au Sénat américain, ça fait peur. Aujourd'hui, l'utilisation des données, et qu'est-ce qu'en font? Qui a le droit? Qui le fait? Comment le fait? Aujourd'hui, il y a une manque de transparence. Donc je pense que la compréhension de ces enjeux politiques, géopolitiques, économiques et bien sûr éthiques, je pense, est sous-estimée par la majeure partie des acteurs, bien sûr économiques, des individus, parce que ça affecte les individus. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait au cœur des débats. Je suis très heureux qu'il y ait aujourd'hui maintenant un ministère de la souveraineté numérique, parce que je pense que c'est super important. Alors comment faire avec les deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine? Nous, Français, comment on peut faire face à ces deux grands monstres? Comment on peut faire? D'abord, c'est arrêter de dire qu'on a perdu. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'était une pub de, je crois... La Française des Jeux. Ouais. La Française des Jeux, donc 100% des gagnants. Donc si aujourd'hui vous vous battez pas et que vous dites a priori, de toute façon c'est les Chinois qui vont gagner ou c'est les Américains qui vont gagner, vous vous battez pas. Donc moi j'ai la conviction très très forte aujourd'hui que l'Europe et la France a tout pour réussir. A tout pour réussir. Nous avons des talents. Je veux dire, on a les meilleures écoles d'ingénieurs. C'est reconnu puisqu'il y en a plein qui viennent recruter chez nous. On a les meilleures startups, là vous en avez vu plein. Et donc elles sont malheureusement, quand elles grossissent, et OVH Cloud ça a failli être le cas,
À un moment, il n'y a plus d'argent et les Européens, on est obligé de les vendre à des tiers. Donc aujourd'hui, on a les startups, on a les technos, on a les ingénieurs, on a aujourd'hui plein de choses. Donc pourquoi on déciderait a priori que c'est forcément ailleurs que se trouve la solution? Mais comment faire? Parce que, comme nous en avons discuté, c'est vous qui m'avez éclairé la problématique de AWS, Amazon Web Services, dont la profitabilité est supérieure à l'ensemble d'Amazon. Mais ce qui est un truc dingue, comment lutter contre ça? Mais la taille, vous savez, c'est pas parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans les armes que vous gagnez. En ce moment, on a vu que ce soit en Afghanistan ou en Russie et en Ukraine, c'est pas forcément toujours ceux qui ont plus d'argent qui gagnent. Ça ne veut pas dire que c'est pas un élément important. Je pense qu'il y a des moyens et le disrupt et l'essentiel de ces sociétés ont été petites à un moment. Donc, faut arrêter sur cette espèce de truc comme quoi c'est forcément. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a 4 critères qui font que ça marche ou ça marche pas. Et pourquoi les écosystèmes coréens, les écosystèmes chinois, les écosystèmes américains fonctionnent, c'est qu'il y a 4 critères qui sont aujourd'hui établis. Le premier, c'est la régulation. Alors nous, c'est un mot qui est, on n'aime pas. On n'aime pas. Et parfois, ici au MEDEF, on n'aime pas la régulation. Mais la régulation, c'est pas réglementation, c'est la régulation. Le DMA, le DSA, le Data Act. Il faut savoir qu'il y a plus de régulation en Chine et aux États-Unis sur le cloud qu'il y a en Europe. C'est 10 fois plus régulé. Beaucoup plus aujourd'hui d'enjeux sur ces sujets-là. Donc il faut une régulation. Il faut une régulation avec, des bonnes règles du jeu qui ne changent pas tout le temps et qui permettent aux acteurs de définir les bonnes conditions économiques, sociales, sociétales qui vont faire qu'à long terme, on ait une vision. Donc des règles plus claires. Et des règles claires, des droits clairs. Deuxième, la commande publique. Tous ces acteurs-là ont des commandes publiques massives. Massives. Alors, en Corée, c'est connu. En Chine, j'en parlerai pas. Mais aux États-Unis aussi, tout le monde nous dit que c'est ultra-libéral. La majorité des startups sont aidées massivement par la commande publique. En France, OVH Cloud, 0 € de subvention depuis sa création. 0. C'est pas 1 €, c'est 0 €. On a donné des centaines de millions d'acteurs à plein d'autres acteurs dans le domaine du cloud. Je ne vais pas citer mes petits camarades qui ont reçu cet argent en français, mais OVH Cloud a reçu 0 alors que nous sommes le numéro 1. Donc c'est juste pour dire aujourd'hui, la politique publique, la régulation, la commande publique, la vision qu'a l'État et les collectivités locales et les grandes entreprises de ce que va être la data dans le futur est clé. Le deuxième, le financement. Le financement des entreprises, le financement pas forcément de l'État, mais plutôt des entreprises, des startups, des scale-up. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. La preuve, c'est qu'on a beaucoup de scale-up, on a beaucoup de startups. Je pense que dans le domaine aujourd'hui, en revanche, du scale-up, et après, quand on rentre en bourse, ce qui a été le cas d'OVH Cloud, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un marché qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins de fonds. Et donc, il faut aider les entreprises à être capables de financer sans être achetées par des acteurs anglo-saxons. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Nous, on a fait le choix de rester en bourse en France. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire que le Nasdaq, c'est forcément mieux que la France. Pourquoi on ferait ça ? Donc il faut trouver des investisseurs qui soient capables d'aider à la croissance en Europe. Le troisième, c'est l'innovation. Il faut qu'on continue à innover. Il faut qu'on continue à innover à long terme, en permanence. Pas uniquement des marketplaces, mais il faut qu'on innove dans la deep tech. Et il faut le faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous avons les meilleurs pâtissiers au monde. Mais si vous n'avez pas de blé, vous n'avez pas de gâteau. Donc c'est bien d'avoir les meilleurs pâtissiers au monde, mais à un moment, il faut comprendre que la tech, c'est aussi les chipsets, les solvants qui sont dessous, c'est les operating systems, c'est le cloud, c'est l'intelligence artificielle, c'est les marketplaces. Si on ne vise que le haut de fameux iceberg, on disait on va être uniquement dans les services en haut, et que vous maîtrisez rien de la valeur ajoutée en dessous, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et on le voit bien. Vous pouvez faire du pain si vous n'avez pas le blé. Vous pouvez avoir les meilleures usines si vous n'avez pas le gaz russe. Ça cale. Et donc, il faut absolument relancer l'ensemble de l'innovation sur la totalité, la promouvoir. Et là aussi, avec une vision à long terme. Bien sûr, aujourd'hui, sur les CPU, on ne va pas rattraper le retard des Taïwanais en 2 ans. En revanche, les Américains se mettent sur un plan à 15 ans. Les Chinois se mettent sur un plan à 20 ans. Les Japonais ont mis un plan à 10 ans. L'Europe doit se mettre sur une vision à 20 ans sur la technologie. On doit prévoir. Et choisir ses batailles. Le quatrième, la formation. Ouais. La formation. Payons, bien les enseignants. Payons bien les doctorants. Il y en a marre qui partent parce qu'ils sont mieux payés dans les universités étrangères.
Pourquoi ? Parce que c'est ça qui, eux, vont faire qu'ils vont d'abord me remplacer et me foutre dehors, ça c'est super, et qu'ils vont être capables d'être la prochaine génération qui va Donc faire c'est pas l'ensemble de cet c'est écosystème. l'attractivité, c'est retenir plus que la formation. Mais c'est ça qu'il faut... Pardon ? C'est l'attractivité. Parce que vous parlez de formation, mais c'est retenir surtout, non ? Retenir et surtout continuer à innover. Donc pour moi, ces 4 facteurs-là, aujourd'hui, l'Europe doit se donner l'ensemble des mécanismes qui vont favoriser ces 4 sujets-là. Les données dont nous parlons, elles ont de la valeur stratégique. Alors que dire de l'intelligence artificielle dans le monde de la data ? L'intelligence artificielle sans les données, ce n'est pas intelligent. La force aujourd'hui des grands acteurs d'intelligence artificielle dans le domaine du B2C, c'est parce qu'ils ont été capables et ils sont capables de collecter énormément de données. L'enjeu pour le B2B, ce sera être aussi capable de le faire. Beaucoup de gens disent si on va se laisser à faire des algorithmes, les algorithmes ne fonctionnent que si vous mettez énormément de données dans ces algorithmes pour qu'ils deviennent de plus en plus intelligents. On ne peut pas décorréler les deux. En revanche, ce que nous préconisons, c'est que les données doivent être dans un cloud ouvert, interopérable, et qu'il n'y ait pas les mécanismes de lock-up et de boîte noire qui font que les clients sont complètement lockés. Et 2, il faut que les algorithmes aussi soient transparents. Qu'on comprenne aujourd'hui à quoi servent les algorithmes et quels sont les purposes des algorithmes. Alors en particulier dans le B2C, parce qu'on voit bien aujourd'hui que certains de ces algorithmes favorisent des enjeux qui sont quasiment démocratiques. Donc comment aujourd'hui sont poussés sur un certain nombre de réseaux sociaux vers où on vous pousse, c'est quelque chose qui devrait être au moins transparent. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui sur la notion d'éthique de la donnée des vrais principes d'ouverture, de transparence qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faudra peut-être réguler. Michel Paulin, d'OVH, 4 questions avant de se quitter. Votre plus grande émotion chez OVH, c'est laquelle ? Alors émotion, je pense que c'est pour en parler un petit peu sur l'IAD, c'était on a décidé de se retrouver tous après 2 ans de Covid. On a fait une soirée au Zénith de Lille, parce que vous savez qu'on a une société qui est basée à Lille. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'Octave avait pris sa guitare, parce qu'il a produit un disque, il a écrit un disque avec 12. Et donc vous aviez le président fondateur de l'entreprise devant 2500 personnes qui jouaient de la guitare métal et qui étaient en train de chanter pendant 1h30. Franchement, et tout le monde reprenait en chœur des chansons qu'on ne connaissait pas. Ça, c'était génial. Votre plus grande joie ? Ma plus grande joie, c'est quand même, je ne peux pas l'oublier, c'est l'IPO. Pourquoi ? Parce que c'était un moment fort dans l'histoire. En plus, c'était quelque chose sur lequel on s'est beaucoup battu pour y arriver. Et en particulier parce qu'on a 98% des salariés qui ont été actionnaires lors de cette introduction en bourse, ce qui fait que on a pu faire aider et participer aussi l'ensemble des salariés au progrès d'OVH Cloud. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Votre plus grand défi, la plus grande difficulté que vous avez réussi à surmonter ? Alors moi, je suis quelqu'un qui regarde plutôt devant, donc j'aime pas trop me lamenter sur le truc. C'est clair que l'incendie de Strasbourg a été un enjeu fort. Oui. Et en même temps, c'est aussi une énorme satisfaction parce qu'on a produit 16 000 serveurs en moins d'1 mois. Et c'est une boîte qui aurait pu trébucher, voire plus. Et quand vous voyez la mobilisation des équipes et l'énergie qui a été dépensée en pleine crise du Covid pour faire ça, franchement, c'est pas un défi, c'est une admiration que j'ai vis-à-vis des équipes. Et comment vous vous voyez dans 10 ans ? Surtout quand on parle d'enjeux, de data, de données. Moi en retraite. Oui. Bon. Peut-être, Inch'Allah. Et sinon, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on arrive avec toutes les autres startups dont on a évoqué à créer un écosystème qui démontre que, oui, l'Europe, aujourd'hui, a des champions tech qui sont capables de rivaliser et qui sont capables de proposer une alternative qui soit en plus basée sur des valeurs qui sont les valeurs européennes, d'ouverture, de transparence et de démocratie. Parce que dans le numérique, se séparer de ces valeurs, vous perdez votre sens. C'est possible ? C'est possible ? Enfin, quand vous parlez de monstres de géants tout à l'heure des États-Unis, bien sûr que c'est possible. Et de la Chine. Mais bien sûr, je pense que, vous savez, si vous êtes dans votre tête, vous êtes convaincu que vous allez perdre, vous êtes sûr de perdre. Donc il faut arrêter cette espèce de truc. Franchement, moi, parfois, ça m'agace. Je peux vous dire, je suis énervé. Je voulais pas vous agacer. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Prenez il y a 20 ans, Facebook, Google, qui le crut. Donc aujourd'hui, oui, il y a tout. Et je vois plein de jeunes, c'est super. Ils vont réussir. On va réussir. Mais on a besoin de tous. Avec l'énergie, on ne peut pas... On ne peut pas se planter, on ne peut pas être en échec. Un grand merci. Ah non, merci à vous. Un grand merci. Merci. Michel Paulin.